Bonjour. Dans une précédente vidéo, je faisais allusion à Churchill qui ironisait sur notre démocratie et sur le suffrage universel. Mais bien sûr, Churchill faisait alors référence à notre vision moderne de la démocratie, ce concept qui est assez répandu dans les pays occidentaux et qu'on cherche parfois à imposer ailleurs. Mais dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'autres démocraties. Et la plus ancienne qui fait aujourd'hui référence, certainement parce que c'est la première dont le concept nous soit parvenu suffisamment documenté, c'est la démocratie athénienne. Or, la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est la Grèce des Socrate, des Platon, des Euclides, donc de penseurs qui font encore aujourd'hui référence. Et on peut penser que leur concept de démocratie était quelque chose de réfléchi et de mûri. Et dans la démocratie athénienne, les assemblées gouvernantes, l'ecclésia ou la boulée, n'étaient pas élues au suffrage universel. Elles étaient tirées au sort. Alors, ça peut paraître assez étrange pour nous de voir confier la gouvernance et quelque part son destin au hasard, mais en fait le concept avait de nombreux avantages. D'abord, il n'y avait pas de campagne électorale, donc pas de promesses électorales non tenues, donc pas de manipulation du suffrage universel, donc non plus pas quelque part de possibilité de carriérisme et de gens qui sont surtout préoccupés par leurs intérêts personnels, pas non plus de classe politique avec ces politiciens déconnectés de la vie réelle, et en fait il y avait donc de vrais représentants de la population et pas les représentants des partis plus préoccupés par leur avenir et l'avenir de leur parti que, encore une fois, par les intérêts de leur électorat. Et il n'y avait donc pas non plus de parti. Et ces fameux partis que De Gaulle exécrait, et De Gaulle était un constitutionnaliste, et il avait quelques bonnes raisons d'en vouloir aux partis. Parce que notre système de partis est en fait partie prenante de la manipulation générale. Ne serait-ce que parce qu'il nous impose une sorte de vision binaire. On est tous obligés de se situer par rapport à une échelle qui va de la droite à la gauche, alors qu'en fait une véritable représentation des opinions nationales irait dans tous les sens et serait bien plus variée que ça. Mais c'est ce schéma binaire qu'on va retrouver partout dans nos démocraties, entre les démocrates et les républicains aux États-Unis, entre les travaillistes et les conservateurs en Angleterre, etc. Et ce système fausse un petit peu le jeu, il va automatiquement et naturellement se centrer de façon à avoir deux pôles à peu près équivalents, avec d'un côté 46 et 48% des gens qui vont toujours voter à gauche parce que à droite c'est des fachos, à droite c'est des capitalistes, et puis à peu près la même quantité, 46 à 48% des gens qui vont toujours voter à droite parce qu'à gauche c'est des collectivistes, à gauche c'est des idéalistes, enfin etc. Et en fait, une élection va se jouer sur ce petit noyau qui, lui, est susceptible de bouger à droite ou à gauche de l'ordre de 4 à 6%. Il suffit, dans ce petit noyau, de faire basculer 1% de l'opinion pour faire basculer le noyau et faire basculer toute l'élection. Et finalement, c'est quelque chose de très facile. Et la seule difficulté, en fait, vient du fait que le parti adverse fait le même travail, mais dans l'autre sens. Mais dans ce système qui est en fait faussé, on trouve souvent naturel, finalement, de voter pour son camp, ou alors de voter pour la nouveauté. Mais c'est pas ça le principe de l'élection démocratique. En fait, à chaque élection, on devrait étudier le cursus de chaque candidat, ses antécédents, son programme, ses propositions, les valider les unes par rapport aux autres. Ça prendrait des heures. On préfère certainement pencher de son côté. Mais c'est à de nombreux degrés le principe démocratique est faussé. Normalement, avant chaque élection présidentielle, il est de notre responsabilité d'électeur, on a le droit de vote, donc une responsabilité qui va avec, d'acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir évaluer des compétences de chaque candidat en géopolitique, en économie, en développement industriel, en écologie, que sais-je. En fait, on en est souvent réduit, encore une fois, à voter intuitivement pour son camp. Et c'est ce qui fait qu'on est parfois très déçu après une élection. Et le fait de voter comme ça, sous une pulsion, ça fait des choses un petit peu bizarres. Mais bien sûr, c'est pas nous. Nous, jamais on aurait voté pour un candidat ou une candidate qui aurait, par exemple, été présidente de région avant et qui aurait coulé économiquement sa région. Jamais on aurait voté pour un candidat qui aurait trahi son camp dans une élection précédente, par pur opportunisme. Jamais on n'aurait voté pour un candidat qui aurait manqué à tous ses devoirs lors d'un mandat précédent. Jamais on voterait pour un candidat ou une candidate qui s'avérait incapable de défendre ses arguments d'une façon cartésienne et rationnelle. En fait, on l'a tous fait.
Et c'est bien là le problème, ça prouve bien que l'élection est manipulée et qu'on vote sous l'impulsion du moment et pour des motivations qui ne sont pas forcément celles que le principe démocratique sous-entend. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.